Le soir, un couple de jeunes gens se tenait dans la rue. L'homme suppliait la jeune fille de lui dire que c'était Jenna, sa fille, leur fille. La fille avait caché ses émotions pendant si longtemps, mais voyant son désespoir, elle céda. Elle décida de dire la vérité, que c'était son enfant, pour son bien. Il y a 7 ans, Lee Jo-no, une élève de 3e année, a découvert qu'elle était enceinte. Elle n'avait que 22 ans et ne savait pas quoi faire. Lee s'inquiétait d'avoir bu un peu de vin la veille. Mais un peu plus tard, elle a décidé que l'alcool n'était pas le problème principal pour le moment. Lee craignait alors qu'il ne se mette en colère contre elle. Mais la jeune fille se rassura en pensant que Jeon Ji-hyun était responsable de cet incident. Jeon Ji-hyung était en 4e année. Il avait 26 ans. Il attendait sa petite amie dans la rue. Ils devaient se retrouver et aller se promener. Lee a rencontré Jang il y a 8 mois et ils sont en couple depuis 6 mois. Un jour, alors qu'elle était en vacances en Australie, Lee a rencontré un homme. Alors qu'elle se tenait devant un magasin coréen en pleurs parce qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours, un inconnu l'a aidée et lui a donné de l'argent pour acheter de la nourriture. Jean l'a aidée à traverser cette période difficile et lui a semblé être une bonne personne, un homme gentil et fiable. Il l'a toujours protégée et était un partenaire idéal. Mais Lee craignait que cette grossesse non planifiée ne l'éloigne d'elle. Elle décida donc d'aller se promener avec lui et, dès qu'elle en aurait l'occasion, de tout raconter à Jang. Après avoir marché un peu, l'homme a suggéré à Lee d'aller manger quelque part. La fille, ne se sentant pas bien, a refusé. Jang fut très surpris qu'elle ne veuille pas aller au restaurant. Il lui toucha donc délicatement le front pour vérifier si elle avait de la température. Ji-hoon lui enfila sa veste pour que Jo-no n'ait pas froid et lui proposa de la raccompagner. La jeune fille décida qu'il serait plus facile de lui parler à la maison. À ce moment-là, un homme s'est approché d'eux et a salué Lee Jo-no. Il lui a tapoté la tête et lui a demandé pourquoi ils ne s'étaient pas vus depuis si longtemps. La fille répondit qu'elle était très occupée et sourit. L'ami lui demanda si c'était à cause de son nouveau petit ami. Lee rit et ne répondit pas. Quand le garçon est parti, Lee a dit à Jang que c'était son ami Seong-bae, qu'ils étaient à l'université ensemble et qu'il habitait à proximité. Jang a dit qu'il était temps pour eux de partir. Lee pensait qu'elle pourrait lui parler de sa grossesse à la maison, mais dès qu'ils sont entrés dans l'appartement, Jang a commencé à l'embrasser. La jeune fille arrêta son amant et lui dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. John la regarda avec surprise et lui demanda ce qui s'était passé. Lee aurait vraiment voulu avouer, mais elle n'y parvint pas. La jeune fille répondit qu'elle avait très faim. Le jeune homme, surpris, lui demanda alors pourquoi elle avait refusé le restaurant. Jang invite Lee à dîner ensemble. L'homme prépara des crêpes pour sa bien-aimée et au bout d'un moment, leurs assiettes furent vides. Après le dîner, Jang demanda à Lee comment elle allait. La jeune fille répondit qu'elle allait bien. Puis l'homme annonça qu'il était temps pour lui de partir en voyage d'affaires. Il dit au revoir et se dirigea vers la porte. Soudain, du coin de l'œil, Jang aperçut un objet étrange sur la commode. En s'approchant, il comprit qu'il s'agissait d'un test de grossesse. L'homme demanda à Lee ce que cela signifiait, mais la jeune fille resta silencieuse. Jang s'approcha alors d'elle et la serra fort dans ses bras. Il lui dit que tout allait bien et qu'elle avait besoin de repos. Jang promit de l'appeler ce soir, car il devait partir. L'homme l'embrassa sur le front et partit. Lee s'allongea sur le lit, le téléphone à la main. Tard dans la soirée, il a finalement appelé. Jang a suggéré à Lee de l'accompagner à l'hôpital. Elle craignait qu'il ne lui demande d'avorter. Mais Jang a déclaré qu'il était nécessaire d'obtenir le journal de grossesse. À ce moment-là, Lee était très heureuse et avoua à son amant qu'elle craignait qu'il ne se mette en colère. L'homme répondit que tout allait bien. Il ajouta qu'ils se verraient demain et iraient ensemble à l'hôpital. Jang tenait son alliance et voulait déclarer son amour à Lee. Mais il souhaita simplement bonne nuit à la jeune fille. L'homme décida de lui en parler le lendemain. Bien que ce ne fût pas prévu, Jang voulait lui faire une demande spectaculaire. Le lendemain, John décida de quitter l'appartement un peu plus tôt pour acheter des fleurs à Lee. Pendant qu'il se préparait, sa mère l'appela. Elle a demandé à son fils s'il était occupé. John a répondu qu'il était un peu occupé. Puis la femme lui a demandé pourquoi il était parti si vite hier. L'homme répondit qu'il avait des affaires urgentes à régler. Sa mère lui raconta qu'il disait toujours ça.
elle lui proposa de venir dîner chez eux avec son père. Jean répondit qu'il viendrait bientôt chez eux pour leur présenter sa petite amie. La femme fut très surprise, mais heureuse malgré tout. Elle a ensuite raconté que quelqu'un avait jeté des œufs sur la voiture de son frère. Elle a donc demandé à son fils de faire attention. Le jeune homme a rassuré sa mère et lui a dit que tout irait bien. En quittant l'appartement, Jang s'imagina tenir dans ses bras un bébé qui ressemblait tant à Lee. Il voulait offrir à cet enfant une chance de connaître un avenir heureux. Jang s'imaginait marcher avec elle dans la neige pour la première fois, lui apprenant à faire du vélo. Il décida de tenir la main de Lee et de les protéger tous les deux. Alors qu'il sortait rêveusement du parking pour monter dans sa voiture, Jang n'entendit que le crissement des roues et s'écroula aussitôt. Il savait que c'était la fin. Un homme étrange s'approcha de lui et vérifia s'il était vivant. L'étranger avait l'air suspect, car il était vêtu de noir. Une casquette noire lui couvrait les yeux, l'empêchant de voir son visage. John supplia l'homme de le sauver et d'appeler une ambulance. L'inconnu prit le volant et s'éloigna. Jang comprit alors que cet homme l'avait percuté exprès. Mais il ne pensait plus qu'à Lee, seule avec l'enfant. John craignait qu'elle abandonne l'enfant. C'était si difficile d'élever un enfant seul. Il voulait tant les protéger, vivre une vie longue et heureuse avec eux. L'homme gisait dans une mare de sang sur le parking vide de sa maison et se reprochait de ne pas avoir dit à Lee plus tôt qu'il l'aimait. La mère de Jang Ji-hoon pleurait dans le couloir tandis que les médecins luttaient pour sa vie au bloc opératoire. La femme assise à côté d'elle la réconfortait. Soudain, les policiers se sont approchés d'eux. Ils ont informé la mère que le système de vidéosurveillance du parking était en panne et qu'il n'y avait donc aucune image. Mais ils ont réussi à trouver une voiture avec un DVR en état de marche, ce qui leur a permis d'obtenir le numéro de plaque d'immatriculation de la représentante qui a heurté son fils. Le policier a dit à la femme que le moment du délit de fuite avait été enregistré et que l'agresseur avait été identifié. La mère l'a supplié de l'attraper. Le policier lui a alors demandé si elle connaissait le nom de Kim Jin-gu. Avant que la femme puisse répondre, une jeune fille s'est approchée d'eux et a dit avoir été témoin de l'accident. La jeune fille se précipita vers la mère de John et lui demanda si elle la reconnaissait. Après tout, c'était In-bi, l'amie de Ji-hoon et la sœur de Choi In-ob. La femme ne la connaissait pas. In-bi raconta alors qu'elle était récemment revenue à l'université Ji-hoon après avoir étudié aux États-Unis. La mère pleurait et serrait la fille dans ses bras, tandis qu'In-bi la réconfortait. La jeune fille a affirmé que l'opération se passerait bien et a essuyé les larmes de sa mère. In-bi a suggéré à la femme de se reposer un peu pendant qu'elle se rendait au poste de police. Au bureau, la jeune fille a déclaré avoir vu un homme sur le parking, vêtu de noir et coiffé d'une casquette noire. Il mesurait environ 1,50 m et avait la voix rauque. Lorsqu'on lui amena Kim Jin-gu, détenu, In-bi affirma que c'était lui, le même criminel. Mais l'homme lui cria pourquoi elle disait cela et pourquoi elle lui avait fait cela. La jeune fille a dit que la voix ressemblait également à celle du criminel. L'homme a été surpris qu'elle le connaisse. Le policier a remercié In-bi pour son aide à l'enquête. Il expliqua ensuite à la mère de Jang Ji-hoon que grâce aux indices de Chae In-bi, ils avaient pu rapidement attraper le criminel. Le policier souhaita à son fils un prompt rétablissement. Lorsque la femme reçut les affaires de Ji-hoon, elle vit une bague dans un écrin. La mère comprit qu'il voulait les présenter à sa fiancée. La femme s'assit près du lit de son fils et lui prit la main. Elle déverrouilla le téléphone grâce à son empreinte digitale et commença à lire les messages sur le téléphone de Ji-hoon. Il y avait de nombreux messages d'une fille qui s'appelait Jono. Elle demandait ce qui s'était passé et pourquoi il ne répondait pas. Sa mère lui a écrit « Ne m'écris plus. T. Lee lut le message et n'arrivait pas à croire que Ji-hyun puisse écrire une chose pareille après 3 jours de silence. Elle comprit que quelque chose clochait. La mère de Sean a trouvé une photo de lui avec une fille dans son appartement. Elle a immédiatement compris qu'il voulait les lui présenter. La femme a froissé la photo et l'a jetée. Lee Jono entra dans l'appartement de Ji-hoon et cria « Chérie, c'est moi !» La femme lui ouvrit la porte et lui demanda pourquoi elle était venue. Jono fut très surpris de voir quelqu'un d'autre dans l'appartement de John. La femme invita la jeune fille à entrer et lui dit qu'elle était la mère de Jang Ji-hoon. La mère a vu avec quelle négligence la fille rangeait ses chaussures. Cela signifiait qu'elle avait grandi sans père.
En Corée, on apprend aux filles à ranger leurs chaussures avec les orteils tournés vers la porte, ce qui est un devoir féminin. Lee Jo-no dit à la mère de Ji-hoon qu'elle était ravie de la rencontrer. Mais la femme l'interrompit et lui demanda pourquoi la jeune fille essayait d'ouvrir la porte de l'appartement. Jo-no dit qu'elle connaissait le mot de passe de l'appartement que John lui avait donné. La femme répondit qu'elle avait changé le mot de passe et qu'elle ferait mieux de filer. La jeune fille a dit qu'elle était très inquiète de la disparition de Ji-hoon. Elle a demandé à sa mère ce qui lui était arrivé. La dame a répondu qu'il en avait assez d'elle. C'est pourquoi il a envoyé sa mère ici pour éviter de rencontrer Lee en personne. La femme a dit à la jeune fille de partir au plus vite, mais Lee Jo-no saisit la main de la femme et la supplia d'appeler au moins Ji-hoon. La mère de John se sépara de Lee et lui dit d'oublier son fils. La mère s'assit au-dessus du lit de son fils et pleura. L'opération avait réussi, mais 15 jours s'étaient écoulés et Ji-hoon n'avait toujours pas repris connaissance. In-bi entra dans la chambre et persuada la femme d'aller se reposer. Elle dit à sa mère que Ji-hoon devrait se réveiller et voir son beau visage infatigable. La mère accepta et partit, pensant que cette fille était la personne idéale pour son fils. La fille du juge Choe So-bok, instruite, était celle que son fils devait rencontrer. Quand la femme fut partie, In-bi s'assit près du lit et regarda Ji-hoon. Elle le trouva très beau. La jeune fille avait vraiment envie de l'embrasser. In-bi pensait pouvoir embrasser Ji-hoon sans que personne ne la regarde. À ce moment-là, un garçon entra dans la pièce. Il demanda à la jeune fille ce qu'elle faisait là. C'était Park Sung-gyu, un camarade de lycée de John Ji-hoon. Ils étaient également allés à l'université ensemble et avaient servi dans l'armée. In-bi n'aimait pas Park. Elle lui demanda alors pourquoi il était venu. Il répondit, surpris, qu'il était venu voir un ami. Park ajouta qu'il avait entendu dire qu'elle avait été témoin de l'accident. L'homme a dit que dans ce cas, il lui semblait étrange que l'accident se soit produit à 14h10, alors que dans son témoignage, il était 14h30. Park a demandé à In-bi pourquoi elle avait attendu si longtemps pour signaler l'accident. Elle a répondu que son téléphone était mort. Elle l'a donc signalé dès qu'elle a pu le rallumer. Puis l'homme lui a dit qu'elle pouvait trouver le gardien du parking et lui raconter ce qui s'était passé. Soudain, In-bi a crié que Ji-hoon avait repris ses esprits. Dès que John eut retiré son masque, Park lui demanda s'il pouvait le voir et le reconnaître. Ji-hoon surprit son ami en lui demandant qui il était. L'homme leur a dit qu'ils étaient amis, qu'ils avaient étudié ensemble et qu'ils avaient servi dans l'armée. Ji-hoon, surpris, a demandé à Park s'il avait servi dans l'armée. La mère de Ji-hoon, toute excitée, accourut dans la pièce. Elle serra son fils dans ses bras et lui dit qu'elle était très inquiète pour lui. Mais le garçon perdit connaissance. Le médecin a expliqué à la femme que le patient ne se souvenait que des dernières années. Il pensait avoir 23 ans. Il était donc essentiel d'éviter les situations stressantes. La mère de Ji-hoon et In-bi sont allés prendre un café au rez-de-chaussée de l'hôpital. La femme a dit que Ji-hoon ne se souvenait pas des 3 dernières années de sa vie. En entendant cela, In-bi feignit d'être bouleversé et dit que cela signifiait qu'il ne se souvenait plus d'elle. La jeune fille ajouta qu'il l'avait aimée autrefois, mais qu'il ne s'en souviendrait probablement plus. La femme était ravie et lui suggéra de prendre un nouveau départ. In-bi, ravie que la mère de John soit de son côté, promit d'essayer d'améliorer ses relations avec Ji-hoon. Quand le jeune homme se réveilla, sa mère lui demanda comment il allait. Ji-hoon répondit qu'il n'allait pas très bien. La femme lui demanda alors s'il avait vu In-bi. Il lui demanda si elle était la sœur de Choe In-ob. Sa mère, heureuse qu'il se souvienne d'elle, lui raconta qu'elle était restée assise à son chevet tous les jours, attendant qu'il reprenne conscience. Elle a également dit qu'il s'appréciait et il a suggéré qu'In-bi le rencontre avant son départ pour l'Amérique. Ji-hoon en a été très surpris. Il a dit à sa mère que c'était étrange, car il n'aimait pas du tout In-bi. La femme a alors dit qu'il disait peut-être ça simplement par politesse, mais sa mère ajouta que cette fille était très gentille et belle, et qu'elle la traitait avec beaucoup d'affection. Après ces mots, le jeune homme se saisit la tête et hurla de douleur. La femme lui demanda ce qui n'allait pas, et Jang répondit qu'il avait terriblement mal à la tête. Ji-hoon pensait sans cesse avoir oublié quelque chose de très important. Lee Jo-no s'est rendue à l'hôpital. Dans la rue, elle a vu un couple heureux célébrant leur futur anniversaire.
Jono a couru chez elle et a pleuré toute la nuit. Elle savait qu'elle ne serait pas comme les autres. Lee savait qu'elle serait mère célibataire, comme sa mère. Soudain, le nom de Ji-hoon apparut sur son téléphone. Jono répondit à son appel avec joie et enthousiasme. Elle demanda immédiatement ce qui n'allait pas. La voix au téléphone répondit qu'il allait bien. La jeune fille demanda à son amant où il était pour pouvoir venir. Mais l'homme répondit que sa mère avait déjà tout dit pour lui. Lee ne comprit pas si c'était vraiment lui. La voix semblait être celle de Ji-hoon. Il lui dit alors de ne pas essayer de le retrouver et de vivre sans lui. Jono n'en revenait pas. C'était comme une blague diabolique. Aujourd'hui, la petite a 1 an. Elle appelle déjà sa mère. Un peu plus tard, elle apprend à courir. Jono se réjouit de chaque succès de sa fille. Jenna est déjà en maternelle et entrera à l'école l'année prochaine. Elle a 5 ans et est très gentille et curieuse. Elle adore aussi chanter des chansons à sa mère. Jenna a beaucoup d'amis et profite de la vie. Jono n'attend plus un appel de Ji-hoon. Elle élève sa fille seule. Lors d'une promenade après la maternelle, Iena a montré la machine à billes à sa mère. Jono a donné une pièce à sa fille car elle savait qu'elle avait vraiment envie de jouer. Lorsque la fillette mit de l'argent dans la machine, une boule transparente avec 2 petites billes rebondissantes en sortit. L'une était blanche, l'autre noire. Jenna a dit que ce qu'elle avait obtenu était exactement ce qu'elle voulait. Elle aimait que les boules ressemblent aux dames du pas du cône, un jeu qu'elle adorait. Jono était heureuse d'avoir une fille aussi merveilleuse. Elle n'attendait plus que Ji-hoon l'appelle. Maintenant, elle avait Iena, et c'était le plus important. Lee emmena sa fille dans un café pour rendre visite à sa grand-mère, sa mère. Grand-mère nourrit délicieusement ses filles. Après le dîner, Jono voulut faire la vaisselle, mais sa mère le lui interdisait. La femme a dit à sa fille qu'il était temps de rentrer, car demain serait son premier jour de travail dans son nouveau lieu de travail. Mais Jono n'a rien écouté et a quand même aidé sa mère. Le lendemain matin, Jono a emmené Iena à la maternelle et a appelé son amie Seongba. Elle lui a annoncé qu'elle partait pour un nouvel emploi. L'homme lui dit alors qu'elle devait trouver les bureaux de l'entreprise MEX. La jeune fille fut surprise, car elle était certaine d'avoir besoin de l'entreprise Sana. Songbei a déclaré que la société Sana avait été rachetée par la société MEX. L'incident s'est produit si rapidement qu'ils ont décidé de ne pas réitérer le contrat de travail de Lee Jono, mais de la transférer immédiatement chez MEX. L'ami a rassuré la jeune fille en lui disant qu'elle s'habituerait rapidement à son nouvel environnement. Il a également ajouté que cette entreprise était encore plus adaptée à sa carrière. Songbei avait dit qu'il viendrait bientôt la voir, mais pour l'instant, elle devait s'y rendre elle-même. Quand Jono avait trouvé le bureau de Max, elle s'était dit que c'était peut-être mieux ainsi. Après tout, c'était une grande entreprise offrant des opportunités de carrière et le bureau était plus proche de chez elle. Les pensées de Jono furent interrompues par un homme qui l'appela. Il salua la jeune fille et se présenta. C'était Park Shin-gyu, la responsable des ressources humaines de MEX. Park la présenta à sa supérieure hiérarchique. Song Mi-ran était à la tête de la 2e équipe de production et Lee Jono était la nouvelle rédactrice de son équipe. Les femmes ont rapidement trouvé un terrain d'entente et se sont dirigées vers l'ascenseur. Mi-ran semblait être une femme très gentille avec Jono. Dans l'ascenseur, elle lui demanda si elle était contrariée d'avoir été mutée dans une autre entreprise. La femme a alors expliqué qu'ils avaient un besoin urgent d'un rédacteur et qu'il fallait donc organiser sa venue rapidement. Le directeur a présenté Lee Jono à ses nouveaux collègues et lui a fait visiter le lieu de travail. Elle dit à Jono que Song Ki-hoon, graphiste, lui raconterait tout ensuite. Un peu plus tard, Song Mi-ran demanda à Ki-hoon si le directeur John était avec elle. Apprenant sa présence au bureau, Mi-ran dit à Lee Jono qu'il devait aller saluer le directeur. Alors qu'ils traversaient le couloir, la femme leur annonça qu'ils avaient un nouveau directeur. C'est ainsi qu'elle apprit que le directeur de l'entreprise était le fils du président du conseil d'administration de la société, MEX. En le voyant, Jono réalisa combien la vie est imprévisible. Son corps, son visage, ses cheveux, c'était bien lui. Jono n'avait aucun doute. Le père de son enfant, John Ji-hoon, se tenait devant elle. Elle faillit s'évanouir, mais il la rattrapa. Lee avait maintes fois imaginé leur rencontre. Elle avait longtemps voulu toucher son mari bien-aimé, mais à chaque fois, elle avait repoussé cette idée.
Jono se promit de ne pas en douter, même après l'avoir rencontré. Mais ce fut très difficile. Son Miran vit que le nouveau venu ne se sentait pas bien et s'approcha d'eux. Le directeur a présenté le réalisateur Lee Jono, nouveau rédacteur de la 2e équipe de production. Le réalisateur s'est dit ravi de le rencontrer et lui a serré la main. La mère tirait son fils par la main et le garçon pleurait parce qu'il refusait d'aller au club de Paducah. La femme lui a dit qu'il aimait le match à la télévision, alors elle avait déjà payé l'entrée au club. Après de nombreuses tentatives de persuasion, le garçon accepta, mais à condition que sa mère le laisse aller se promener après les cours. Assis à la table, il continua de pleurer. Yena, qui adorait jouer au Paducah et fréquentait également le club, l'a alors approché pour faire sa connaissance. Le garçon s'appelait Pak Dobin et il fréquentait la même école maternelle qu'elle. Jena lui demanda quelle couleur il préférait. Pak choisit le noir. Puis elle posa une pierre blanche et le garçon fit un mouvement avec la noire. La fille lui a demandé pourquoi il pleurait s'il connaissait les règles du jeu. Jena lui a souri et Doban, 6 ans, a pensé qu'il n'avait jamais rencontré une fille aussi douce de sa vie. Quand Dobin sortit du bureau, sa mère fut très surprise qu'il ne pleure pas. Elle lui tapota la tête et lui demanda s'il s'amusait en classe. Le garçon demanda à sa mère si elle était tombée amoureuse de son père au premier regard. La femme fut surprise qu'il pose la question et Puck admit qu'il avait ressenti la même chose. Ji-hoon était assis dans son bureau et ne comprenait pas ce qui le tracassait à ce point. Il n'arrivait pas à oublier l'expression du visage du nouveau rédacteur de la 2e équipe de production. Il semblait ressentir un certain malaise en sa présence. Lorsque l'assistant apporta les listes d'employés à signer, Jang revit son nom. Il a demandé à l'employé si la jeune fille avait subi un examen médical avant son embauche. Sang Miran a répondu que oui, car c'était obligatoire. Le directeur lui a alors demandé pourquoi elle avait failli s'évanouir en le voyant. Était-il possible qu'elle ait des problèmes de santé? Miran a répondu que la jeune fille allait bien. Elle a dit qu'elle se sentait beaucoup mieux après leur départ. L'assistante a suggéré que la jeune fille était simplement nerveuse à l'idée de rencontrer le directeur de l'entreprise. Mais le directeur Jang n'y croyait pas et demanda à Miran d'amener Lee Jono dans son bureau. Sang Miran s'approcha de la jeune fille au moment où sa collègue expliquait quelque chose sur l'ordinateur. Lorsque la femme annonça à Lee que le directeur souhaitait la voir, la jeune fille fut à la fois surprise et effrayée. Elle répondit qu'elle irait elle-même au bureau du directeur. Mais Miran dit qu'il vaudrait mieux qu'ils y aillent ensemble. Tandis qu'ils marchaient dans le couloir, Jono se demanda pourquoi il l'avait appelée après avoir fait semblant de ne pas la reconnaître. La jeune fille pensa qu'il voulait peut-être la licencier. Il lui expliquerait alors comment procéder afin qu'elle ne soit pas un obstacle dans sa vie. Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau, le directeur demanda à Lee si tout allait bien. Jono resta silencieuse, ne sachant que dire. L'homme lui expliqua qu'elle avait l'air très fatiguée et lui demanda comment elle allait. Il supposa alors qu'elle était contrariée. Le directeur a demandé à la jeune fille si elle regrettait d'avoir rejoint leur entreprise, car elle postulait pour un emploi chez Sana, mais a fini chez Mex. Jang Ji-hoon continua de vanter les mérites de son entreprise, et Jono ne comprit pas pourquoi il l'avait appelée. Le directeur lui demanda alors si elle serait capable d'assumer ses fonctions. Lee Jono répondit qu'elle essaierait. Sur ce, ils se dirent au revoir. À la fin de la journée de travail, Park Seung-gyu récupéra Ji-hyun pour rentrer ensemble. Shin-gyu remarqua l'excitation de son ami et lui demanda ce qui se passait. Ji-hoon répondit qu'il avait un nouvel employé. Park dit qu'il connaissait un nouveau rédacteur. Jeon dit que la jeune fille pâlit à chaque fois qu'elle le voit. Seung-gyu répondit que ce n'était pas surprenant car beaucoup de gens craignent leur chef. Mais le plus étrange, c'est qu'il s'intéresse à cette fille. Le jeune homme lui demanda si elle lui plaisait. Ji-hoon ne répondit pas, alors Park Seung-gyu l'invita à dîner chez lui. Il ajouta que c'était sa mère qui l'avait invité. Jeon Ji-hoon a conseillé à son ami d'ignorer les paroles de sa mère. Park lui a demandé comment c'était possible si une mère était la chose la plus sacrée au monde. Ji-hoon dit au revoir à son ami et monta à l'arrière de sa voiture. Le chauffeur le raccompagna chez lui et il se rendit compte que sa vie entière n'était qu'un mensonge. Cette vie ne semble pas si mal, même après avoir perdu la mémoire. C'est une vie où l'on n'a pas à se soucier de sa place. C'est une vie dont il s'ennuie tellement.
De retour chez lui, Ji-hoon se déshabilla et s'assit sur le canapé. Il ne parvenait pas à oublier le visage de la jeune fille, et le nom de Lee Jo-no lui provoquait d'étranges sentiments. L'homme avait beaucoup de questions auxquelles il ne trouvait pas de réponse. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit. Lee Jo-no s'approcha du canapé et s'assit dessus. Elle commença à l'embrasser et l'homme se réveilla. Il réalisa qu'il s'était assoupi sur le canapé. Ji-hoon crut qu'il était fou d'elle. Jo-no rentrait chez elle et en voulait à Ji-hoon d'avoir fait semblant de ne pas la reconnaître. Elle décida qu'il n'était plus l'homme qu'elle connaissait. Lee Jo-no pensait qu'il était vraiment celui qu'il était maintenant, et auparavant, elle connaissait sa fausse image. La jeune fille ignorait qu'il était issu d'une famille aisée, mais elle chassa rapidement ses pensées en se dirigeant vers la porte de son appartement. Jo-no était heureux d'avoir Jen. Elle n'aurait pu rêver d'autre chose. La fillette courut vers elle dès que la porte s'ouvrit. Elle serra sa mère fort dans ses bras et ne la lâcha pas pendant un long moment. Grand-mère demanda à Jo-no si elle travaillait trop. Lee répondit que le premier jour de travail avait été difficile. Jo-no demanda alors à sa fille si elle s'était bien amusée au cours de Paduk. Jenna, ravie, parle à sa mère de sa nouvelle amie. La fille était un peu contrariée que sa mère l'emmène en cours et l'attende là-bas. Jo-no demanda à sa fille si elle était offensée. Jenna répondit qu'elle l'était un peu. La mère s'excusa auprès de sa fille et la serra dans ses bras, assise sur le canapé. Lee Jo-no songea que ce serait bien pour sa fille d'avoir un père. Elle se demandait s'il était possible qu'il ignorât qu'elle avait donné naissance à Hyena. Lee suggéra qu'il ne les aurait pas quittés s'il avait su que leur fille était née. Jo-no s'est alors demandé si elle devait quitter son emploi. Elle a décidé de continuer à travailler quoi qu'il arrive, car elle avait besoin d'argent pour élever sa fille. Au petit déjeuner, la mère remarqua que quelque chose perturbait son fils. Ji-hoon dit qu'il n'avait pas bien dormi et qu'il avait mal à l'épaule. En fait, il était simplement tombé du canapé. Il n'a pas pu m'en parler, mais c'est arrivé lorsqu'il a rêvé qu'il embrassait sa nouvelle rédactrice, Lee Jo-no. Son père lui a conseillé de faire attention avec ses employés. Il ajouta qu'il fallait leur montrer qui était le directeur. Le père demanda alors à Ji-hoon comment il se sentait dans son nouveau poste. La mère réprimanda son mari pour ne parler que de travail. La femme elle-même demanda à son fils comment In-bi se portait en sa compagnie. Ji-hoon fit semblant de ne pas entendre la question et demanda à son père comment allait son frère. Ji-hoon apprit que son frère était parti en voyage d'affaires. L'homme se sentit très étrange chez ses parents. Il alla dans sa chambre et regarda ses affaires. Le jeune homme se souvenait bien de son enfance dans cette maison, mais les événements survenus 7 ans auparavant restaient encore pour lui un grand mystère et cela l'inquiétait beaucoup. La mère monta les escaliers et entra dans la chambre de Ji-hoon. Elle demanda à son fils ce qu'il faisait. Il répondit qu'il se reposait simplement. Ji-hoon demanda alors où était son père. La femme répondit qu'il était déjà parti, car il était très occupé, à tel point qu'il n'avait même pas eu le temps de lui dire au revoir. La mère s'apprêtait à partir lorsque Ji-hoon lui demanda ce qui s'était passé à ce moment-là, dont il ne se souvenait pas. La femme s'arrêta net à cette question inattendue. Elle répondit qu'il avait servi, souri et parti. Ji-hoon avait entendu parler de l'armée des centaines de fois, et rien de plus. Sa mère lui avait conseillé de ne pas s'attarder sur des souvenirs perdus. La femme s'approcha de son fils et lui rappela que, lorsqu'il était enfant, il avait une tache rouge sur le front. Elle dit qu'à cette époque, elle pouvait deviner ce qu'il pensait rien qu'en la regardant. Lorsqu'il était de mauvaise humeur, la tache sur son front devenait rouge. Ji-hoon raconta à sa mère que cela s'appelait le baiser de l'ange. Il se souvient l'avoir recouverte de ses cheveux pour que personne ne puisse lire dans ses pensées. La mère serra le jeune homme dans ses bras et lui dit qu'il pouvait toujours compter sur elle en cas de difficulté. L'homme répondit qu'il le savait et sourit. Le lendemain matin, Jo-no fut l'une des premières à arriver au travail. Mais son collègue Ki-hoon était déjà au travail. Il lui proposa gentiment de lui montrer la salle de pause. L'homme a ajouté qu'ils pourraient prendre un café ensemble là-bas. Lee Jo-no a dit qu'elle allait maintenant préparer son lieu de travail et le retrouver. Ki-hoon a accepté et est parti. Alors que Jo-no sortait ses affaires de son sac et les rangeait sur son bureau, une jeune fille s'approcha d'elle. Elle interpella Lee Jo-no et lui demanda si elle la reconnaissait. Lee ne répondit pas. Puis la belle dame dit qu'elle était Chae In-bi.
Jono répondit qu'elle ne la reconnaissait pas. Inbi prit les mains de la jeune fille et lui avoua qu'elle était très heureuse de la voir. Puis elle a commencé à demander à Jono comment elle allait, si elle aimait travailler ici. Lee a répondu qu'elle ne travaillait ici que depuis 2 jours, donc elle ne comprenait pas encore. Lorsque Lee Jono a demandé à Inbi comment elle allait et ce qu'elle faisait, la jeune fille a répondu qu'elle était récemment devenue chef de ce département. Cela choqua un peu Jono, car elle se souvint qu'elle et Inbi étaient dans la même classe en première. Un jour, Inbi l'aborda pendant la récréation. Elle a suggéré à Jono de se peindre les lèvres avec son nouveau rouge à lèvres. La jeune fille a refusé. Inbi a alors dit que c'était un rouge à lèvres d'une marque très célèbre et que cela embellirait son joli visage. Mais Jono refusa à nouveau, la remerciant et expliquant qu'elle ne portait pas de maquillage. Comme cela se produisait devant les autres filles, Inbi fut très blessée par ce refus. Le lendemain, à la cafétéria, Inbi remarqua Jono saluant sa mère qui travaillait à la distribution de nourriture. Lorsqu'Inbi alla chercher sa portion, la femme lui servit sa soupe. La jeune fille remarqua que la femme essuyait la sueur qui lui perlait le front avec sa manche. Inbi fit scandale dans la salle à manger. Elle déclara qu'elle ne pouvait pas manger une telle soupe. Inbi fit volontairement tomber l'assiette des mains de la femme qui tomba par terre à côté d'elle. Au bruit du verre brisé, les amis de la jeune fille accoururent et tentèrent de la calmer. Puis, une de ses amies a raconté à tout le monde qu'Inbi avait fait une remarque à l'employé de la cafétéria au sujet de l'hygiène et qu'elle avait intentionnellement renversé une assiette de soupe sur elle. La femme a dit que tout était complètement anormal, mais ils ne l'ont pas écoutée. Inbi a exigé des excuses, mais la mère de Jono n'avait aucune excuse à présenter. Après cet incident, la femme a quitté la cafétéria de l'école et Lee Jono a continué à être moqué parce que sa mère travaillait dans la restauration. Les amis d'Inbi ont raconté à tout le monde que la mère de Lee Jono avait emporté des restes de nourriture pour nourrir sa fille. Ils ont traité Jono de mendiant. Et maintenant, cette fille se tenait devant elle, disant qu'elle était sa patronne. Inbi lui dit qu'ils se verraient souvent, alors elle rappela à Jono de travailler dur. Quand Inbi partit, la jeune fille s'assit sur la chaise derrière son bureau et se laissa aller contre le dossier. Elle n'arrivait pas à croire que tout cela lui arrivait. Elle y avait d'abord rencontré John Ji-hoon, puis Chae Inbi. Jono pensait que c'était une raison de plus pour quitter ce travail. Alors qu'elle réfléchissait à cela, le téléphone professionnel sur son bureau sonna. La jeune fille répondit que c'était Lee Jono, la nouvelle rédactrice de la 2e équipe de production. Park Sung-gyu, du service des ressources humaines, a invité Lee Jono à son bureau. Lee s'est demandé pourquoi il l'avait appelée, mais elle est immédiatement allée le voir. Lorsque la jeune fille entra dans le bureau, Park Sung-gyu la salua et l'invita à s'asseoir. L'homme lui demanda si elle connaissait le montant de son salaire mensuel. Park Sung-gyu a présenté le contrat à Lee Jono pour qu'elle le signe. Il lui a dit que tout était clairement écrit. Lorsqu'elle a vu son salaire, elle a immédiatement renoncé à toute idée de démission. Jono a signé le contrat et a pensé qu'un salaire aussi élevé compenserait bien les dommages moraux qu'elle avait subis en travaillant avec Ji-hoon et Inbi. Park Sung-gyu a ensuite donné à Lee Jono un questionnaire à remplir avec des informations personnelles. Elle l'a lu et a constaté qu'il ne contenait aucune section sur l'état civil. Jono a rempli le formulaire de candidature et a décidé que pour l'instant, personne ne devait savoir qu'elle avait une fille. En quittant le bureau des ressources humaines, elle s'est dit « C'est un bon poste ». Et c'est qui et c'est. Lee a décidé d'éviter ses 2 vieilles connaissances et de travailler dans cette bonne entreprise pendant quelques années. Elle n'y a pensé qu'en le remarquant. Jeon Ji-young, PDG de l'entreprise, marchait dans le couloir avec l'institutrice et les enfants. Jono se cacha au coin de la rue et observa les enfants. Elle se souvenait avoir vu une annonce annonçant que les enfants de l'école maternelle de Jenna viendraient au siège de l'entreprise pour une sortie scolaire. Jono fut surpris que Ji-hoon les trouve mignons. L'enseignant a remercié le directeur d'avoir permis aux enfants de visiter les bureaux de l'entreprise. Ji-hoon a répondu qu'il pouvait également visiter la salle de réunion au dernier étage. La femme lui a remis un paquet et lui a expliqué que les enfants avaient préparé eux-mêmes les biscuits spécialement pour lui. Elle a ajouté qu'ils avaient bénéficié de l'aide d'un pâtissier afin que tout le personnel de l'entreprise puisse être gâté.
Le professeur a également dit que le paquet contenait des cartes des enfants. Ji-hoon les a remerciés pour les cadeaux et a dit au revoir aux enfants. Mais dès que les portes de l'ascenseur se sont refermées, il s'est dirigé vers la poubelle. Jono vit cela et comprit qu'il voulait jeter le sac. Elle courut vers Jon et lui attrapa la main, mais le sac tomba quand même au fond de la poubelle. La fillette n'arrivait pas à croire que le père de son enfant puisse faire une chose pareille. Lee Jono lui cria « Comment as-tu pu les jeter ?» Ji-hoon, effrayé, lui prit la main, surpris. Il suggéra à la jeune fille de parler ailleurs. Mais soudain, Park Shin-gyu accourut et emmena le directeur à une réunion urgente de la compagnie MEX. Dans l'ascenseur, Shin-gyu a réprimandé son ami pour avoir attrapé le bras d'un employé. Il lui a dit qu'il ne fallait pas faire ça, même pour empêcher quelqu'un. Ce serait mauvais pour la réputation du directeur. Mais ce qui inquiétait Ji-hoon, c'était que cette fille lui parlait de manière informelle. Elle le regardait et lui parlait comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Il en parla à son ami. Jono retourna à son bureau et songea qu'elle avait eu raison. Elle était convaincue qu'il avait été malhonnête avec elle depuis le début. La jeune fille semblait s'être habituée à cette idée, mais elle était toujours mal à l'aise. Lorsqu'elle revint, s'assit à son bureau et commença à travailler, Park Shin-gyu la rappela. Il s'est excusé auprès de Jono pour le directeur et a dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps, car ils avaient étudié ensemble au lycée et avaient ensuite servi dans l'armée, même s'ils ne s'en souvenaient pas. L'homme a alors déclaré qu'il demanderait certainement au directeur de lui présenter personnellement ses excuses pour ce qui s'était passé. La jeune fille a répondu que tout allait bien et qu'aucune excuse n'était nécessaire. Park Sung-gyu promit alors de l'aider si elle avait des questions. Jono le remercia et raccrocha. Elle fut surprise que Ji-hoon ne puisse même pas s'excuser toute seule. Lee Jono était si fatiguée au travail qu'elle voulait rentrer chez elle. Mais son patron, Song Mi-ran, lui a annoncé qu'une réunion était prévue le soir même. Jono ne voulait vraiment pas assister à cette réunion de planification, car elle devait se dérouler avec l'équipe de Chae-in-bi. C'est ce qui s'est passé et Lee s'est assis en face d'elle. Song Mi-ran a annoncé que cette fois, les premiers et deuxièmes groupes collaboreraient sur un nouveau produit. Puis, Mi-ran a présenté à tous la nouvelle rédactrice Lee Jono. Chae-in-bi a dit en souriant qu'elle espérait vraiment de bons résultats de la part du nouveau rédacteur. Jono était ravie que Song Mi-ran ait tout dit pour elle. La discussion sur le sujet de recherche a ensuite commencé. Elle était prévue auprès d'employés de bureau âgés de 20 à 30 ans. Jono, In-bi, Ki-hoon et quelques autres correspondaient à ces critères. Le concept de l'étude était une bière spéciale à déguster seule après le travail. Chae-in-bi a déclaré qu'elle ne convenait pas car elle était en couple depuis longtemps. In-bi s'est vantée auprès de tout le monde de sa bague de fiançailles et a suggéré que Lee Jono, qui avait précédemment déclaré qu'elle n'avait pas de petite amie, soit choisie pour être responsable de cette recherche. Jono n'a dit à personne qu'elle avait un enfant et a accepté. Le chef Song Mi-ran a déclaré que chacun devrait être prêt avec de nouvelles idées pour la prochaine réunion qui se tiendrait mardi. Quand tout le monde sortit dans le couloir, Mi-ran demanda à In-bi comment elle allait et quand elle se marierait. In-bi répondit que c'était pour bientôt. La jeune fille ajouta qu'elle souhaitait le voir le plus tôt possible, mais précisa que Mi-ran savait elle-même combien son fiancé était occupé. Puis, ils se dirent au revoir et se séparèrent. Lorsque In-bi est partie, Song Mi-ran a dit à Lee Jono qu'elle avait vu la fille saisir la main du directeur et comment il avait jeté les cadeaux des enfants. Jono répondit qu'elle n'aurait pas dû faire ça, mais que le réalisateur n'aurait pas dû faire pareil non plus. Song Mi-ran expliqua alors que sa situation était un peu différente de la leur. Lee Jono lui demanda de quoi elle parlait. Mi-ran répondit que John Ji-heon avait été victime d'un délit de fuite et avait subi de graves blessures, en plus d'avoir perdu la mémoire ces 3 dernières années. Jono se souvint alors des paroles de Park Sung-gyu, selon lesquelles Ji-heon ne se souvenait pas de leur service militaire commun. Lee se demanda s'il avait peut-être jeté le cadeau des enfants à cause de cet incident. Elle suggéra qu'il se méfiait peut-être tout simplement de la nourriture préparée par des inconnus. Après tout, dans une situation aussi grave, il fallait être très prudent. Jono a demandé à Mi-ran si elle se souvenait exactement du moment où cela s'était produit. La femme a répondu que non. Mais elle a ouvert l'article sur son téléphone et le lui a montré.
Il s'agissait d'un article sur un délit de fuite impliquant un conducteur en état d'ivresse, dont la victime était dans un état grave. L'article a été publié le 3 novembre, il y a 7 ans. C'est ce jour-là qu'il lui promit de venir le lendemain matin à la clinique pour femmes. Des larmes coulèrent sur les joues de Lee Jono. Myron demanda si tout allait bien. La jeune fille remercia la femme de lui avoir tout dit. Jono courut vers lui sans même dire au revoir au directeur. À la réception, la réceptionniste lui annonça que le directeur était déjà monté au premier étage et Jono courut vers l'ascenseur. Elle comprit qu'il ne faisait pas semblant de ne pas la connaître. Ji-Hoo ne la reconnaissait pas vraiment, ce qui signifiait qu'il ignorait tout de leur enfant, pas même sa naissance. Jono le vit au rez-de-chaussée et courut vers lui. Lee souffrait tellement de ne pas se souvenir d'elle, et aussi de la douleur qu'il avait dû endurer. L'homme comprenait qu'elle voulait lui dire quelque chose. Lee Jono a demandé au réalisateur s'il la connaissait. Ji-Hoon a répondu qu'elle était sa nouvelle rédactrice. John Ji-Hoon, notre fille, est si belle, avait-elle envie de dire. Jono allait lui raconter quelque chose, mais In-bi s'approcha d'eux et prit la main de Ji-Hoon. Elle lui dit qu'elle était sa camarade de classe, leur nouvelle rédactrice. La jeune fille fut choquée d'apprendre qu'il s'agissait du fiancé d'In-bi. Ji-Hoon lui demanda si elle voulait lui dire quelque chose. Mais Jono lui dit qu'il était temps pour elle de partir et les quitta rapidement. In-bi demanda à son mari ce qui s'était passé et de quoi ils avaient parlé. Jang ne répondit pas, puis la jeune fille lui demanda de faire attention à Lee Jono, car elle lui volait souvent son maquillage à l'école. La jeune fille ajouta que Lee niait tout, même si tout le monde savait que c'était elle. Elle suggéra que Jono avait peut-être changé, mais qu'il valait mieux se préparer. Jeon Ji-Hoon l'interrompit brusquement et dit à In-bi qu'elle dépassait les bornes. Il partit, la laissant plantée sur le parking vide. Elle savait qu'il ne l'aimerait jamais, car il ne faisait que prétendre être un couple amoureux. Il y a 4 ans, des rumeurs sur leur relation se sont répandues parmi leurs connaissances. Cela s'est produit parce que la fille était toujours aux côtés de Ji-Hoon après l'accident. In-bi lui a alors suggéré de faire semblant d'être un couple amoureux sans relation réelle. Ji-Hoon a accepté parce qu'il n'aimait pas l'attention excessive des filles et le fait que sa mère cherchait toujours une épouse pour lui. Il dit à In-bi qu'il s'en fichait pour qu'elle puisse dire ce qu'elle voulait. La jeune fille aimait se faire passer pour sa fiancée. Leurs centres d'intérêt coïncidaient. Grâce à Ji-Hoon, In-bi a gagné en confiance au travail et a apprécié cette relation. Tout le monde l'enviait, elle et son fiancé. In-bi s'est offert une alliance coûteuse et l'a montrée à tout le monde au travail. Elle appréciait ce qui se passait. Quand elle a vu l'annonce des changements de personnel, elle a eu peur. Puis, après s'être un peu calmée, elle se souvint que Ji-Yeon était devenu indifférent aux femmes après l'accident. Il avait eu beaucoup de petites amies, mais désormais, il évitait les relations. In-bi pensait donc que le nouveau Lee Jono-jong serait lui aussi indifférent. Elle comptait sur le fait qu'après l'accident, il n'avait plus confiance qu'en elle et elle pensait donc pouvoir facilement devenir sa femme. Jang Ji-Hoon était assis dans son bureau, regardant les biscuits et les cartes des enfants. Il se souvenait de cette fille, Lee Jono. L'homme se demandait ce qu'elle voulait lui dire. Ji-Hoon pensa que Lee Jono voulait peut-être parler de la fois où il lui avait serré la main. Mais il ne comprenait pas pourquoi elle lui demandait s'il la connaissait. Pendant que le réalisateur se tourmentait avec des questions auxquelles il ne trouvait pas de réponse, Jono se préparait un café et appelait sa mère. Elle lui dit qu'elle serait en retard au travail aujourd'hui et lui demanda si Hyena avait dîné. Maman raconta à Jono qu'elle avait trouvé son épingle à cheveux au café. La fillette demanda à sa mère de quelle épingle à cheveux elle parlait. La femme répondit que Jono avait perdu l'épingle violette il y a 1 an dans son café et qu'elle l'avait retrouvée en faisant le ménage. Lee Jono était surprise d'avoir complètement oublié l'épingle à cheveux perdue, mais sa mère s'en souvenait encore. La jeune fille se demandait si Ji-Hoon avait le même souvenir. C'est un souvenir tellement inutile qu'on l'oublie sans même essayer de s'en souvenir. Quand on oublie ou qu'on perd quelque chose et qu'on ne se souvient même plus de ce qu'on a perdu. Soudain, Chae In-bi, la principale manager de Lee Jono, s'est approchée d'elle et lui a demandé si elle se rendait à la réunion de présentation. Elle lui a alors montré un dossier contenant des documents et lui a conseillé de l'apporter dans la salle. Lee Jono a dit qu'elle ferait tout son possible et apporterait le dossier nécessaire à son travail dans la salle de conférence.
Chae In-bi a demandé à la jeune fille si quelque chose s'était passé, car elle était très triste. Jono répondit que tout allait bien. In-bi demanda alors si la fille était contrariée par sa course. Lee Jono répondit que non. Chae In-bi a insisté très fort pour que les autres employés l'entendent et lui a dit qu'elle ne devait pas réagir ainsi aux ordres de la direction. Après tout, sa mauvaise humeur gâchait tout pour lui et pour les autres. In-bi ajouta qu'elle prendrait les documents elle-même, les prit et partit. Jono ne comprenait pas ce qui lui arrivait, pourquoi elle se comportait ainsi et qui l'avait offensée. Park Do-bin pleurait et s'enfuit de chez sa mère, refusant de se brosser les dents. À son retour, son père prit immédiatement sa plus jeune fille, Do-yoon, dans ses bras. C'était une enfant adorable. Pendant qu'ils s'embrassaient, maman essayait de convaincre Do-bin de se brosser les dents. Ne sachant plus quoi faire, elle a inventé une astuce. Maman a dit qu'elle devrait dire à son amie Jenny que Do-bin ne s'était pas brossé les dents et qu'il était toujours un sale petit garçon. Puis le garçon s'est vite calmé et a couru aux toilettes. Papa a demandé à sa femme ce qui était arrivé à leur fils. Après tout, il était allé se brosser les dents lui-même. Puis il a demandé qui était cette Jenna. La femme a répondu que c'était son amie des courses de paddock. C'était une fille très intelligente et belle, qui avait même été remarquée par son professeur. Park Shin-gyu était ravi et lui a proposé de devenir son ami. Lee Jono entra dans la salle de conférence et s'approcha de Chae In-bi avec ses documents. Le responsable lui demanda à nouveau si tout allait bien. La fille répondit que oui. In-bi dit alors à Jono qu'elle devait surveiller son expression, sinon tout le monde penserait qu'elle avait un problème. Lee Jono pensait avoir de la chance que Chae In-bi n'ait pas changé. Elle pouvait désormais l'insulter mentalement sans se sentir coupable. La conférence a abordé la question du décalage vidéo. La technologie MindTalk réduit considérablement ce décalage lors d'une conversation. La jeune fille qui a pris la parole a déclaré que cette technologie fonctionne efficacement, même avec un signal faible. Le jeune homme a ajouté que c'est un excellent service pour ceux qui utilisent souvent les appels vidéo. Le directeur Jong Ji-hyung entra dans la salle de conférence et attendit la suite de la réunion, l'ignorant. Il s'assit à côté de Chae In-bi en face de Lee Jono. Jono les regarda et se demanda s'ils étaient proches. 7 ans plus tôt, Jang Ji-hoon avait eu de nombreuses femmes. Il ne s'en cachait même pas. La jeune fille était contrariée qu'il ne soit sorti avec elle que depuis quelques mois, alors qu'il était avec In-bi depuis probablement 7 ans. Après s'être débattu, Lee décida de ne pas se laisser distraire. Mais Jono remarqua alors son regard posé sur elle. Elle se demanda pourquoi il la regardait ainsi alors que sa petite amie était assise à côté de lui. Un employé a indiqué que le volume des ventes du produit en 3 mois était de 5 milliards de wons, sans compter les coûts de production et les coûts en ligne. Le réalisateur Jang Ji-hyun dit à la jeune fille que c'était très bien et qu'il l'attendait avec impatience. Lee Jono le regarda, pensant qu'elle ne pouvait pas entendre de tels mots de sa part. Quand Jono rentra à la maison, il était très tard. Grand-mère dit que la fillette s'était déjà endormie après l'avoir attendue si longtemps. Jono était contrarié de ne pas avoir eu le temps de la mettre au lit. Lee Jono s'est allongée sur le canapé et a dit à sa mère qu'elle avait l'impression de vieillir d'1 an chaque jour où elle allait travailler. Ainsi, dans 3 semaines, elle aurait le même âge que sa grand-mère. La jeune fille a demandé conseil à sa mère pour savoir si elle devait quitter son emploi. Sa mère lui a répondu qu'elle pouvait le faire, mais qu'elle devrait alors aussi quitter son café. Grand-mère demanda à Jono ce qui se passait. N'aimait-elle pas sa compagnie? La fille répondit que c'était une bonne compagnie, mais qu'elle était juste très fatiguée d'avoir travaillé tard. La fille sortit de sa chambre et alla trouver sa mère. Jono était content que Jenna soit réveillée et lui dit qu'ils dormiraient ensemble ce soir. Allongée dans son lit, la fillette demanda à sa mère pourquoi elle était si en retard. La mère s'excusa auprès de sa fille et lui promit de passer un week-end intéressant ensemble. Avant d'aller se coucher, Yena raconta à sa mère que le garçon, Park Do-bin, la suivait partout. Jono caressa les cheveux de sa fille et lui demanda si elle lui avait appris à faire du paddock aujourd'hui. Jenna répondit qu'ils avaient un professeur qui enseignait à tous les enfants. Maman dit qu'elle l'avait complètement oublié, mais sourit. D'ailleurs, Jono aimerait bien avoir son propre professeur. Quelqu'un lui indiquerait la bonne solution. Elle s'endormit rapidement, serrant sa fille dans ses bras, car elle était la personne la plus importante de sa vie. Le lendemain matin, Jang Ji-hyung revint à son bureau.
Il était très fatigué, car il lui semblait n'avoir rien vu d'autre que cette œuvre depuis très longtemps. La secrétaire a annoncé au réalisateur qu'une employée du service production, la conceptrice Lee Jono, était venue le voir la veille. Le réalisateur lui a demandé avec intérêt quand exactement elle était venue. La jeune fille répondit qu'il était midi. La secrétaire dit qu'elle avait une urgence et demanda si elle pouvait parler. Intrigué, Ji-hoon demande à son assistante d'appeler Lee Jono à son bureau. Alors que Jono discutait du travail avec sa collègue, une jeune fille s'approcha d'elle. Elle a dit que le directeur appelait Lee Jono à son bureau. Jono, surprise qu'il veuille la revoir, s'est rendue chez le directeur avec son assistante. Lee Jono la salua et demanda au directeur s'il l'avait convoquée. Elle remarqua son regard attentif. Ji-hoon vit ses beaux yeux et son regard méfiant. Jeon remarqua sa nervosité, mais elle avait certainement quelque chose à lui dire. Cela le rendit très intéressé par cette fille. Il décida d'attendre un peu et de lui parler. L'homme voulait la posséder sans se donner complètement. Alors, pour commencer, Jong lui suggéra de s'asseoir sur le canapé. Le directeur a montré les biscuits de la fillette sur la table. Il lui a offert une friandise et Jono a reconnu les biscuits que les enfants avaient préparés. Chaque biscuit était emballé dans un sachet individuel. Lee Jono a demandé à son mari s'il l'avait ramassé à la poubelle. Il a alors répondu qu'elle ne le mangerait probablement pas. Mais la fille prit les biscuits et ouvrit le sachet. Jong Ji-hoon dit qu'il avait découvert aujourd'hui qu'elle le cherchait. Il demanda à Lee Jono de lui expliquer pourquoi elle était venue le voir. L'employé rougit et le directeur lui demanda de tout lui raconter comme ça et de ne pas hésiter. Jono trouva rapidement une réponse et dit qu'elle le cherchait à cause des biscuits. La jeune fille a dit qu'elle prenait la nourriture au sérieux et qu'elle ne la laissait donc pas jeter. Elle a demandé au directeur de lui donner la nourriture la prochaine fois au lieu de la jeter à la poubelle. Le directeur Jong sourit et demanda à la jeune fille si c'était pour ça qu'elle le cherchait. Jono répondit oui. Ji-hoon lui demanda alors pourquoi elle pleurait de ne pas l'avoir trouvé. Lee Jono répondit qu'elle avait d'autres raisons. Jong Ji-hoon lui demanda lesquelles. La jeune fille répondit que c'était pour des raisons personnelles. Le directeur a alors demandé si le directeur adjoint Park Seung-gyu l'avait menacée. Lee Jono, surprise qu'il puisse supposer cela, a répondu que non. Elle ajouta que l'adjoint Park Seung-gyu était quelqu'un de très gentil. Jono regarda Ji-hoon et se demanda s'il était heureux ou malheureux. Après tout, il ne savait même pas qu'il avait un enfant. La jeune fille éprouva même de la pitié pour lui. Mais soudain, elle se souvint qu'il l'avait appelé de l'hôpital le jour de l'accident. Jono se demanda qui l'avait appelé si Ji-hoon avait perdu la mémoire. Lee Jono n'était pas sûr que ce soit vraiment sa voix. Mais si quelqu'un l'avait fait exprès, cela signifiait qu'ils avaient rompu à cause d'un plan machiavélique. La jeune fille prit alors son courage à deux mains et demanda au réalisateur s'il avait déjà entendu parler d'elle ou de son nom. Jong Ji-hoon plaisanta et lui demanda si elle avait joué dans des publicités populaires. Jono se demande si elle devait lui parler d'elle et d'Iena maintenant, puisqu'il allait bientôt se marier. Mais elle décida qu'il valait mieux le faire maintenant qu'après le mariage. Lee Jono a avoué au directeur qu'elle avait quelque chose à lui dire. À ce moment-là, le bus scolaire jaune a amené Iena à sa classe de Padukone. L'institutrice confia la fillette à l'institutrice de Paduk et alla chercher les autres enfants. Jena vit que ce n'était pas son institutrice, mais elle accompagna la fillette. La fille à la casquette dit qu'elle était sa nouvelle enseignante, la prit par la main et l'emmena quelque part derrière le bâtiment où se déroulaient les cours de Padukone. Jena demanda où elles allaient. L'inconnue répondit que les cours auraient désormais lieu ailleurs. Jena s'échappa et s'enfuit. La jeune fille pleurait, perdue dans la grande ville. Park Do-bin a demandé à l'institutrice s'il pouvait sortir avec elle pour aller chercher Jena. Elle l'a autorisé et ils sont sortis ensemble. Le garçon fut surpris et demanda pourquoi Jena n'était toujours pas là. L'institutrice de Paduk, surprise elle aussi, dit qu'elle allait appeler sa maîtresse. Elle appela alors la maternelle et dit que Jena n'était pas là. L'enseignant a dit que la fille avait été déposée du bus à un cours de Paduk et que l'enseignant était venu la chercher. La fille avait peur de ne pas être venue la chercher. À ce moment-là, Lee Jono décida de tout raconter à Ji-hoon sur elle et leur enfant. Jong annonça qu'on l'appelait. La jeune fille répondit qu'elle attendrait.
Mais le directeur a insisté pour qu'elle réponde au téléphone car il pourrait y avoir quelque chose d'important. Jono a alors dit qu'elle quitterait le bureau un moment. Ji-hoon était un peu contrariée, pensant qu'elle répondrait ici et continuerait son histoire. Lorsque Jono répondit à l'appel, elle apprit que Yeona ne s'était pas présentée au cours de Padukon. Elle a seulement entendu dire que sa fille était descendue du bus près du cours et que quelqu'un s'était fait passer pour un professeur. Jono est arrivée au cours aussi vite qu'elle a pu. La mère a immédiatement demandé à l'institutrice si elle savait quelque chose au sujet de sa fille. La fille l'a rassurée et lui a dit que tout allait bien. Jenna était avec le policier qui allait l'amener ici immédiatement. Jono a failli s'évanouir et l'enseignante s'est excusée auprès d'elle pour ce qui s'était passé. La mère de Pak Do-bin s'est approchée d'eux et a salué Jono. Elle lui dit que son fils aimait beaucoup Yena. Jono répondit qu'elle lui avait beaucoup parlé de Do-bin et sourit. Soudain, ils aperçurent tous Yena. La jeune fille marchait vers eux, tenant la main du policier. Il s'avéra qu'elle l'avait trouvé elle-même, lui avait raconté ce qui lui était arrivé et avait demandé de l'aide. Le policier a donc pu trouver où se trouvaient les cours de Padukon et l'a amenée ici. Jono a serré sa fille fort dans ses bras et lui a demandé si elle allait bien, si elle avait des égratignures. Puis sa mère demanda à Jenna où elle était allée jusqu'ici et pourquoi elle y était allée seule. La fille répondit qu'elle n'était pas seule. Elle a parlé d'une jeune fille qui s'est présentée comme sa nouvelle enseignante de Paduka. Le policier a répondu que la police s'occupait déjà de cette personne suspecte. Jono craignait que quelqu'un ne veuille kidnapper Jenna. Le policier a ajouté qu'il vérifiait déjà les caméras de surveillance et qu'il lui tiendrait au courant des résultats. La jeune fille remercia son mari pour son aide. Jang Ji-hoon était assis dans son bureau à ce moment-là, attendant le retour de Jono. Un long moment s'écoula avant qu'il ne sorte dans la salle d'attente. Le directeur demanda à la secrétaire où était passée la nouvelle rédactrice, Lee Jono. La jeune fille répondit qu'elle était partie depuis longtemps. Jang, surpris, lui demanda de la rappeler. Au bout d'un moment, la secrétaire annonça que Lee Jono n'était pas à son travail, car elle était partie en voyage d'affaires. Ji-hoon fut choqué de la voir s'enfuir à nouveau. L'enseignante a pleuré et s'est excusée auprès de Jono d'avoir confié Ian à un inconnu. Elle a dit qu'elle aurait dû mieux vérifier. Lee Jono a dit que sa fille allait bien, donc tout allait bien. Mais elle a demandé à l'enseignant d'appeler les classes avant de lui donner des yens. Une fois tout le monde parti, la mère de Do-bin proposa à Jono de le raccompagner chez lui avec Jenna. Jono était si fatiguée qu'elle accepta avec joie. Ils étaient assis dans la voiture et la mère du garçon leur a demandé où ils allaient. Jono a répondu qu'elle devait d'abord aller au marché. La femme a expliqué que ses parents avaient un fleuriste là-bas. Jono a dit que sa mère tenait maintenant un café là-bas. La mère du garçon a dit qu'elle connaissait le café et a ajouté qu'elle devrait passer dire bonjour au propriétaire. Jenna a raconté à sa mère qu'à la maternelle, on dessinait des animaux et qu'elle avait dessiné un cerf. La petite fille lui a demandé son dessin qui était dans son sac. Quand Jono sortit le dessin, elle vit une autre feuille de papier. Sur celle-ci, le logo de son entreprise était inscrit. L'apparence du père, le caractère de la mère. L'enfant ressemble à ses deux parents. Lee Jono a été choquée car elle a réalisé que quelqu'un savait qu'elle avait un enfant avec Jang Ji-hoon et que quelqu'un les surveillait. La jeune fille se demandait si elle devait contacter la police. Elle pensait qu'il ne pourrait probablement pas l'aider car le message ne contenait aucune menace. Jono a suggéré que quelqu'un qui connaissait Yena et elle pourrait avoir une grande influence dans cette ville, comme le père ou la mère de Jang Ji-hoon par exemple. Kate interrompit ses pensées et demanda à Jono si elle travaillait. Quand la jeune fille répondit « oui », la femme dit qu'elle était incroyable. Après tout, elle avait réussi à travailler et à être mère. Lee Jono répondit que tout n'allait pas si bien, car elle s'était enfuie du bureau sans prévenir personne. Et maintenant, elle ne savait plus quoi faire ni comment emmener sa fille à ses cours. La mère de Do-bin a suggéré à Jono d'aller chercher Jenna et Do-ban à la maternelle et de les emmener en classe, puis de les ramener à la maison. Ils pourront jouer avec eux à la maison jusqu'à ce que Jono puisse récupérer Jenna. Lee Jono répondit que c'était une très bonne offre, mais qu'elle craignait que ce soit trop contraignant pour Kate. La femme répondit que Jenna était une fille très gentille et que Do-bin lui obéissait bien mieux que ses parents. Jono accepta alors d'essayer et remercia Kate pour son aide.
Jeon Ji-hoon était assis sur le canapé de son bureau, se demandant pourquoi Lee Jo-no se comportait si bizarrement envers lui. Park Sung-gyu jeta un coup d'œil dans son bureau. L'ami demanda au directeur s'il rentrait chez lui. Ji-hoon resta silencieux. Sung-gyu raconta alors que son fils était tombé amoureux d'une fille au premier regard. Park Sung-gyu a dit qu'il trouvait ça très drôle. Jeon Ji-hoon a répondu que lui seul trouvait ça drôle. Son ami lui a demandé ce qui lui était arrivé pour être si en colère. Le directeur lui a dit qu'il pouvait rentrer chez lui. Sung-gyu s'est énervé et a ajouté qu'il ne l'appréciait pas du tout comme ami. Ji-hoon a répondu qu'il l'appréciait. Jang ajouta que c'était pour cette raison qu'il le laissait rester, même si sa mère l'avait renvoyé. Sung-gyu était contrarié que son ami pense cela de lui. L'ami répondit à Ji-hoon qu'il n'appréciait pas ce qu'il avait. Les gens autour de lui étaient comme des passants sans importance pour lui. Le jeune homme ajouta qu'il le soutenait sincèrement. Sung-gyu hurla sur Ji-hoon et partit, vexé. L'homme finit par dire qu'il était du côté de son ami et non de sa mère. Ji-hoon était contrarié d'avoir offensé son ami. Lee Jo-no a emmené sa fille à la maternelle et lui a demandé d'être très prudente avec les inconnus. Elle lui a rappelé qu'elle ne devait pas les accompagner ni prendre la nourriture qu'il lui proposait. La fille répondit qu'elle comprenait tout. Sa mère lui demanda alors ce qu'elle ferait si on lui demandait de l'aider. Jenna répondit qu'elle l'aiderait. Jo-no pleurait parce qu'elle avait une fille si gentille. Elle la serra fort dans ses bras et lui dit que les adultes ne devraient pas demander de l'aide aux petits-enfants. Alors que Lee Jo-no buvait un café au travail, près de la machine, sa secrétaire s'est approchée d'elle et lui a demandé si elle était allée chez le directeur. Surprise, Jo-no a répondu « Non ». La jeune fille demanda alors à Jo-no si elle avait vu le message sur son ordinateur. Mais ce n'était pas le cas. La secrétaire lui dit que le directeur la cherchait depuis la veille. Lee Jo-no l'oublia complètement et courut à son bureau. Elle craignait qu'il ne lui en veuille pour s'être enfui sans prévenir la veille. Quand Jo-no entra dans le bureau, elle vit Ji-hoon endormi sur le canapé. Elle s'approcha et vit qu'il dormait avec les vêtements de la veille. Cela signifiait que le réalisateur n'était pas rentré la veille. Peut-être y avait-il trop de travail. Jo-no le regarda dormir et se demanda pourquoi il était aussi beau. La jeune fille se demandait si sa mère était toujours là, ou si elle avait commandité l'enlèvement de Jenna. Jo-no pleurait et disait qu'elle devait d'abord s'occuper des criminels qui menaçaient sa fille. D'abord, elle assurerait la sécurité de leur fille, puis elle raconterait tout à Ji-hoon. La fille s'apprêtait à partir lorsque l'homme lui prit la main. Le réalisateur Jeon Ji-hyun a déclaré que la jeune fille l'avait réveillée par son baiser. Lee Jo-no, indigné, a rétorqué qu'elle n'avait embrassé personne, mais le réalisateur insista. La jeune fille avoua alors qu'elle pleurait. Ses larmes coulèrent sur sa joue. Le réalisateur, surpris, lui demanda pourquoi elle pleurait à cause de lui. Jo-no trouva rapidement quelque chose à dire. Elle répondit qu'il ressemblait beaucoup à son père, décédé depuis longtemps. Mais Ji-hoon ne crut pas à ces absurdités. Il demanda à la jeune fille de lui montrer une photo de son père. Jo-no répondit alors que son père était tout aussi beau que lui et ne ressemblait à rien de particulier. Lee Jo-no prit congé et courut à la porte. Le directeur demanda à la jeune fille pourquoi elle le cherchait hier. Elle répondit que c'était exactement ce qu'elle cherchait. La dernière chose que Ji-hoon parvint à crier fut qu'il l'attendait depuis 1 heure la veille. Jo-no s'assit à sa place et songea qu'elle l'attendait depuis 7 ans. Juste au moment où elle allait commencer à travailler, Jo-no a appelé Chae In-bi et lui a demandé de venir. Jo-no n'aimait pas qu'elle l'attire constamment. Lorsque la jeune fille s'approcha, In-bi lui demanda où elle était allée travailler la veille. Lee Jo-no répondit qu'elle avait des affaires urgentes à régler. La responsable a déclaré qu'elle n'était pas la seule à avoir des soucis personnels. In-bi a alors demandé pourquoi toute l'équipe devait travailler à sa place. Lee Jo-no répondit qu'elle avait tout fait hier et le lui avait envoyé par courrier. La jeune fille demanda à son responsable de vérifier son ordinateur plus attentivement. Jo-no s'assit, convaincue que personne ne devait la gêner ni l'empêcher de travailler. Elle ne permettrait plus à Chae In-bi de l'humilier. Le métier de rédactrice était si complexe qu'il était difficile de travailler, même sans distraction. Les réunions incessantes et les idées nouvelles épuisaient la jeune fille. Jo-no était très fatiguée et appela l'ascenseur.
Lorsque les portes s'ouvrirent, elle vit Jeon Ji-hoon. La jeune fille hésitait à monter. Lorsqu'elle entra, ils étaient un peu mal à l'aise ensemble. Mais avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, Jono aperçut Park Sung-gyu qui voulait lui aussi monter. La jeune fille était contente qu'ils ne partent pas seuls et invita Xingyu à monter dans l'ascenseur. Mais l'homme se détourna d'eux et dit qu'il viendrait la prochaine fois. Jono réalisa qu'ils s'étaient disputés. La jeune fille demanda au réalisateur comment il avait pu se disputer avec une personne aussi belle que son amie. Ji-hoon la regarda d'une manière qui fit réaliser à Jono qu'elle en avait un peu trop dit. La jeune fille ajouta qu'il ressemblait beaucoup à son père, ce qui expliquait son inquiétude. Ji-hoon demanda alors si les filles s'attachaient toujours autant à leur père qu'elle. Jono sourit et répondit que c'était parce que les filles aiment toujours beaucoup leur père. Jono a alors demandé au réalisateur pourquoi il ne pouvait pas se réconcilier avec un ami qui tenait vraiment à lui. Ji-hoon a répondu qu'il y réfléchirait. À ce moment-là, les enfants jouaient chez la famille Park et Kate était heureuse que Do-ban ait trouvé une petite amie. Quand la sonnette retentit, la femme courut ouvrir pensant que c'était Sing-yu qui avait oublié ses clés. Devant la porte, elle aperçut Jeon Ji-hoon avec un panier de fruits. Elle l'invita chaleureusement à entrer. Kate lui dit que Sung-yu ne tarderait pas à arriver. Do-ban demanda à sa mère qui était venue leur rendre visite. La femme rappela au garçon que c'était l'ami et collègue de travail de son père. Le garçon salua l'homme. Do-ban désigna alors la fille du doigt et dit qu'elle était son amie préférée. Ji-hoon comprit que c'était la même fille dont il était tombé amoureux au premier regard, selon son père. L'homme regarda attentivement la fille. Kate dit qu'elle était l'amie de Do-ban depuis la maternelle et le cours de Paduk. Ji-hoon la trouvait très jolie, mais tous les enfants étaient si mignons. Park Sung-gyu rentrait lentement chez lui lorsque sa femme l'appela pour lui dire que Jeon Ji-hyung était venu leur rendre visite. Kate demande à son mari de rentrer rapidement. Do-bin demanda à Ji-hoon s'il savait jouer au paduk et apporta un plateau et des pierres. L'homme accepta et demanda au garçon s'il était doué. Do-bin répondit qu'il prenait des cours de paduk. Le garçon appelait Jenna pour le regarder jouer avec l'ami de son père. Pendant que Do-bin marchait, Jenna lui donnait des indices et corrigeait ses erreurs. Ji-hoon était surprise qu'une fille de son âge puisse si bien jouer. Kate s'approcha avec une assiette de fruits et félicita les enfants. La femme dit à Ji-hoon que Yena était une fille très belle et intelligente. L'homme demanda alors à la fille qui lui avait appris à si bien jouer du paduk. Jeon Ji-hoon suggéra que son père lui ait appris. Yena répondit qu'elle n'avait pas de père. Do-bin, contrariée, lui demanda si elle souhaitait qu'il partage son père avec elle. La fille répondit que ce n'était pas grave, car elle était déjà habituée à vivre sans son père. Soudain, Park Sung-gyu arriva à l'appartement et Jeon Ji-hoon annonça qu'il était temps pour lui de partir. Jenna attrapa Ji-hoon par la veste et lui demanda s'il pouvait venir chez eux demain. L'homme répondit qu'il avait beaucoup de travail. La jeune fille lui demanda alors s'il pouvait venir dans une semaine, lundi prochain. Ji-hoon répondit qu'il serait lui aussi très occupé. La jeune fille lui demanda s'il était libre lundi dans 2 semaines pour qu'il puisse rejouer au padukon. Ji-hoon accepta et partit. Il pensait que les enfants oublient vite les choses. Lee Jono courut chercher sa fille alors qu'il faisait déjà nuit. Elle demanda à Kate s'il y avait des problèmes avec les enfants. La femme répondit que Do-bin était devenu plus obéissant avec Jenna. Tu peux donc l'emmener tous les jours. Quand sa mère a demandé à Do-bin s'il aimait passer du temps avec Jenna, le garçon a répondu qu'il aimerait vivre avec elle. Les mères rirent et se dirent au revoir jusqu'au lendemain. En rentrant chez elle avec sa fille, Jono leur demanda ce qu'elle et Do-bin avaient fait. La fille répondit que c'était un secret. Jono fut un peu surpris, car ils n'avaient jamais eu de secret l'un pour l'autre auparavant. Jenna dit alors qu'elle devrait absolument retourner voir Do-bin. Surtout lundi, 2 semaines plus tard. Park Sung-gyu était allé promener son ami dans cette rue à ce moment-là, mais ils avaient raté de peu Lee Jono et Yena. Les hommes sont entrés dans un bar et ont chacun bu une canette de bière. Jeon Ji-hoon s'est excusé auprès de son ami qui lui a demandé s'il comprenait pourquoi il s'excusait. Park Sung-gyu a avoué avoir été profondément blessé que Ji-hoon ait pensé que sa mère l'avait piégé. Il a ajouté que même les petites choses peuvent profondément blesser. Surtout quelqu'un qui se soucie de vous. Ce qui inquiétait vraiment Shin-gyu, c'était que Ji-hoon n'était plus le même.
7 ans plus tôt, il était quelqu'un de joyeux. Il avait beaucoup d'amis et de nombreux projets d'avenir. Mais à cause de ce terrible accident, il a sombré dans une profonde dépression. En apparence, il a bonne mine, mais son moi intérieur est profondément déformé. C'est un jeune homme qui respire l'hiver, mais qui conserve la chaleur de l'été. Shin-gyu voulait l'aider à être heureux. Park Sung-gyu a dit à Ji-hoon qu'il serait toujours là pour lui. L'homme a remercié son ami pour son soutien. Sung-gyu a alors demandé à Ji-hoon pourquoi il avait décidé de lui rendre visite. Ji-hoon se souvint des paroles de Lee Jo-no et répondit que Sung-gyu comptait beaucoup pour lui. C'est Jo-no qui le convainquit d'aller chez son ami pour s'excuser. Le directeur entra dans la salle de conférence et vit Lee Jo-no discuter agréablement avec son collègue Sang Ki-hoon. Jang Ji-hoon demanda au jeune homme combien de temps il lui restait avant le début de la réunion. Ki-hoon répondit qu'il restait encore 10 minutes. Le directeur lui demanda alors d'imprimer le compte-rendu de la réunion de la semaine précédente et de l'apporter ici. Le jeune homme répondit qu'il ferait tout son possible et partit. Jung Ji-hoon s'assit à côté de Lee Jo-no et lui annonça qu'il s'était réconcilié avec son ami grâce à ses conseils. Alors qu'ils prenaient l'ascenseur ensemble, Jo-no lui dit que Sung-gyu était très important pour John. La fille ajouta qu'il devrait défaire le nœud de son ruban préféré au lieu de le couper. Jo-no répondit que c'était très bien. Lee Jo-no elle-même aurait aimé que quelqu'un l'aide à résoudre sa situation compliquée. Sang Ki-hoon apporta les papiers et Ji-hoon fut contrarié de son retour si tôt. Le responsable de la planification a déclaré qu'il souhaitait entendre les nouvelles idées de tous les participants à la réunion. Après avoir entendu chacun, le service de planification procéderait à ses ajustements. Chae In-bi a demandé la permission de commencer. La jeune fille a expliqué que les personnes de 20 et 30 ans, malgré leur énergie, se sentent moralement épuisées. Jang Ji-hoon l'écouta et fit tourner son stylo dans sa main. Jo-no, assise à côté de lui, se mit en colère, car c'était terriblement perturbant. Puis son stylo tomba à ses pieds. La jeune fille se demanda s'il l'avait fait exprès. Et il l'avait fait malgré le fait que sa fiancée était assise en face d'eux. À l'époque, In-bi partageait son idée. Un jeune homme fatigué trouve plus vite une canette de bière dans le réfrigérateur que de la nourriture. Après tout, c'est le goût de la jeunesse et de la guérison après une journée de travail. Jo-no rampa sous la table pour récupérer le stylo tombé. Ji-hoon prit le sien au même moment. Leurs mains se touchèrent. Le directeur Sang Mi-ran a demandé si c'était trop simple. L'agent du service publicité a répondu que l'idée était erronée et trop risquée. Il a ajouté qu'une publicité pour une bière existait déjà, avec un bar rempli de jeunes et un mannequin buvant de la bière en arrière-plan. L'homme pensait que cela ne surprendrait personne. Lee Jo-no a alors proposé sa propre version de la publicité. La télévision montre un bar rempli de jeunes. Le public pense que c'est un bar bruyant, mais le volume baisse progressivement et laisse place à des bruits de gorgée. On voit ensuite un mannequin boire tranquillement une bière dans sa chambre et regarder la télévision seul. Sur son écran, on voit un bar bruyant, mais en réalité, c'est une personne qui regarde un film en buvant une bière. Sang Mi-ran et la responsable du service d'urbanisme ont félicité Lee Jo-no. Son idée a beaucoup plu à tous. Seule Chae In-bi était agacée par l'attention constante qu'elle portait à cette jeune fille. Pendant la pause, In-bi alla aux toilettes. Elle ouvrit le robinet du lavabo et se demanda pourquoi Sang Ji-hyun avait un comportement si étrange ces derniers temps. Pendant toute la présence de Lee Jo-no, l'atmosphère entre eux est tendue. La jeune fille se souvint du mot sur le lieu de travail de Lee Jo-no, annonçant que le directeur la convoquait. In-bi ne voulait pas qu'il se voie. Alors, elle déchira le mot. Il lui semblait qu'après l'accident, Ji-hoon avait changé et qu'elle seule le comprenait désormais. C'est pourquoi elle pensa qu'il serait à elle. Mais In-bi ne comprenait pas pourquoi il avait choisi Lee Jo-no. Une fille de son département s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi elle était si triste. Au début, In-bi voulut la chasser. Mais elle eut une idée et dit à Mani qu'elle lui dirait tout, mais que c'était un secret. La fille répondit qu'elle comprenait tout et ne le dirait à personne. In-bi a dit que la nouvelle membre du deuxième groupe, la rédactrice Lee Jo-no, était sa camarade de lycée. La jeune fille a répondu qu'elle ignorait leur proximité. Le gérant répondit que ce n'était pas tout à fait vrai. Après tout,
La jeune fille venait d'une famille plutôt compliquée. Inbi ajouta qu'elle avait essayé d'établir une relation avec elle, mais qu'elle s'était avérée être une voleuse. Elle disait qu'elle était le genre de fille à voler votre identité et à se faire passer pour vous, et qu'elle aimait aussi voler les maris des autres. Inbi a avoué être très inquiète car Lee Jono se rendait souvent au bureau de Jang Ji-hoon. Mani l'a rassurée et lui a dit qu'elle allait prendre de leurs nouvelles. Son Miran sortit des toilettes et ils eurent peur qu'elle entende leur conversation. Mani dit que le directeur allait maintenant détester Lee Jono parce qu'une fille comme elle avait pris son mari. Elle ajouta qu'ils étaient aussi collègues de travail. Inbi était ravie que désormais tout le monde évite ou déteste Lee Jono qu'elle détestait. Jono jouait avec sa fille, mais son esprit était concentré sur son travail. Elle craignait que ses collègues ne semblent l'éviter. Et même sa patronne, Song Miran, ne communiquait pas avec elle. Elle craignait d'avoir fait une erreur. Jenna fit oublier le travail à Jono en criant qu'il restait exactement une semaine avant son anniversaire. La mère répondit qu'elle ne pouvait oublier que sa belle-fille fêtait ses 6 ans. Elle lui demanda ce qu'elle souhaitait pour son anniversaire. Jenna a dit que cela lui suffirait que sa mère passe la journée avec elle au lieu d'aller travailler. Jono a serré sa fille dans ses bras, pensant qu'elle voulait qu'il sache pour Jenna. Lorsque Lee Jono a donné naissance à sa fille, elle a eu très peur de voir une tache rouge sur son front, semblable à une brûlure. L'hôpital a dit que c'était un baiser d'ange. Les médecins promettaient que la tache disparaîtrait en 1 an, mais elle restait parfois visible. En fait, Jono pensait que Jenna avait transformé sa vie en un paradis, comme dans cette légende. Après un week-end de travail, Mani a contacté Lee Jono et lui a demandé si elle avait entendu parler d'une fête d'entreprise. Jono a répondu qu'elle n'en avait jamais entendu parler. La jeune fille a ensuite expliqué qu'un annonceur organisait une fête d'entreprise avec l'équipe de production dans un bar voisin aujourd'hui. Mais le directeur de clientèle était en déplacement professionnel. Tous les autres employés sont occupés. Elle doit donc trouver dans quel bar aura lieu la fête d'entreprise et parler à l'annonceur. Auparavant, Jono aurait refusé de communiquer avec l'annonceur, mais maintenant, pour une raison inconnue, cela ne la dérangeait plus. Elle accepta et se mit au travail. Le réalisateur Jang Ji-hyung a remarqué que personne n'était présent sur le lieu de travail et a demandé à Mani pourquoi personne dans la deuxième équipe de production n'était présent sur son lieu de travail. La jeune fille répondit que 2 employés étaient allés imprimer des documents, tandis que Lee Jono était allé à une fête d'entreprise. Le directeur, surpris, lui demanda pourquoi elle s'y était rendue seule. Jeon Ji-hoon a appelé le service des ressources humaines et a demandé les coordonnées de l'employé Lee Jono. Il l'a alors vue au rez-de-chaussée. Soudain, une forte pluie s'est mise à tomber. Alors Jono s'est arrêté à l'entrée de l'immeuble et n'a pas osé sortir sans parapluie. Ji-hoon a donné son parapluie à Seung-yu et s'est dirigé vers elle. L'homme s'approcha de Jono et lui demanda si elle avait un parapluie. Elle répondit que non. Ji-hoon lui suggéra alors de courir avec lui, sous sa veste, jusqu'au magasin d'en face. Jono ne voulait pas se mouiller, alors elle accepta. Park Sung-yu sortit et les vit courir ensemble sous la pluie. Il sourit, heureux que son ami revienne à la vie. Lorsqu'ils se sont précipités au magasin, on leur a dit qu'il ne restait que des parapluies pour enfants avec des canards. Dans la rue, Ji-hoon a dit qu'il rapporterait ce parapluie au magasin. Jono dit qu'il pouvait le lui donner s'il n'en avait pas besoin. L'homme lui demanda alors pourquoi elle en avait besoin. La jeune fille trouva rapidement une solution et ajouta qu'elle n'avait pas de parapluie à la maison. Jeon Ji-hoon a demandé à la jeune fille où elle allait. Jono a répondu qu'elle était envoyée à une soirée d'entreprise et qu'elle voulait d'abord essayer le bar suggéré par Ki-hoon. Chae In-bi s'est approchée de Mani et lui a demandé où était Lee Jono. La jeune fille lui a répondu qu'elle l'avait envoyée à une fête d'entreprise et lui avait demandé de tout organiser. In-bi était ravie que Mani ait eu l'idée d'envoyer Lee Jono là-bas. Elle pensait que la jeune fille travaillerait seule à l'organisation de la fête d'entreprise jusqu'à ce que tous les employés soient réunis. Les filles remarquèrent que la secrétaire du directeur rentrait déjà chez elle. In-bi lui demanda si le directeur John était déjà rentré. La fille répondit qu'il était allé à une fête d'entreprise. In-bi courut vite, suivie de Mani. En chemin, elle lui cria dessus car les choses ne se passaient pas comme prévu.
En voyant Jono avec Ji-hoon, In-bi se sentit mal. Ils étaient assis au bar, riant et discutant agréablement avec l'annonceur. Au même moment, In-bi se souvenait des paroles de son père selon lesquelles elle était incapable de quoi que ce soit. Le juge a dit à sa fille qu'elle devait se marier avant son élection, prévue pour l'année prochaine. Il a ri du fait qu'elle ne pouvait même pas marier Ji-hoon avec lui. In-bi décida qu'elle le ferait, quoi qu'il lui en coûte. C'était désormais le sens de son existence et elle ne céderait pas, surtout pas à Lee Jono. L'homme s'inquiétait qu'elle le fuit sans cesse. Il réfléchit à la façon de la faire revenir. Ji-hoon cria son nom, Jono, et la fille s'arrêta. La jeune fille pensa qu'il se souvenait d'elle et courut vers Ji-hoon. Elle le serra fort dans ses bras et lui annonça son retour. L'homme rit et dit qu'elle avait trop bu. Jono était choquée d'avoir commis une erreur. Lorsque l'homme s'est détourné, elle s'est enfuie et est rentrée chez elle. Ji-hoon était contrarié de ne pas pouvoir la raccompagner. Au petit déjeuner, Jono raconta à sa mère qu'elle était tombée malade après la pluie de la veille. La mère supplia sa fille de prendre sa journée et de se reposer. Mais Jono lui dit que demain était encore jour de congé et qu'elle devait travailler aujourd'hui. Mais en entrant dans le bureau, elle regretta aussitôt d'avoir désobéi à sa mère. La jeune fille décida que l'essentiel était de ne pas voir le réalisateur. Elle n'y pensa que lorsqu'il s'approcha d'elle et lui demanda où elle avait disparu si brusquement la veille. Ils entrèrent dans l'ascenseur bondé d'un immeuble de bureaux. À cause de l'affluence, Jono ne put sortir à son étage et Ji-hoon l'aida. Il tira la fille hors de l'ascenseur par la main et la serra contre lui. Lorsque Jono se dégagea de son étreinte, le directeur lui dit qu'elle n'avait pas bonne mine. L'homme lui a demandé si elle était malade. La jeune fille a répondu qu'elle allait bien et est allée travailler. Sang Ki-hoon était très heureux de la voir et la félicitait pour son travail de la veille. Quand Jono a commencé à travailler sur l'ordinateur, elle s'est sentie mal. John Ji-hoon lui a envoyé un texto pour lui demander de venir à son bureau. La jeune fille ne comprit pas ce qu'il voulait et partit. Jono tremblait de partout à cause de la fièvre. Il lui semblait qu'il faisait très froid dans le bureau. Lorsqu'elle est entrée dans le bureau du directeur, John Ji-hoon lui a donné un paquet de médicaments contre le rhume et a dit qu'il l'avait acheté spécialement pour elle. Lee Jono répondit qu'elle allait bien et qu'il n'avait pas à s'inquiéter outre mesure. Le directeur lui conseilla de prendre ses médicaments pour pouvoir continuer à travailler. Jono refusait de prendre ses médicaments, mais elle n'avait même pas la force de discuter avec lui. Ji-hoon remarqua qu'elle avait froid et jeta sa veste de rechange sur la fille. Il a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car de toute façon, il ne le portait pas. Jono a pris une boîte et a dit qu'elle n'emporterait que celle-là pour finir aujourd'hui. Quand la fille est partie, Ji-hoon s'est demandé pourquoi il avait tant de mal avec elle. Jono, assis devant l'ordinateur, s'est souvenu de Ji-hoon 7 ans plus tôt. Même s'il ne s'en souvient plus, il tenait à elle autant qu'aujourd'hui. Tout le monde est allé déjeuner et Jono est restée seule. Elle était très malade. Song Mi-ran s'approcha de la jeune fille et lui demanda si elle allait bien. Lee Jono répondit qu'elle avait pris ses médicaments et qu'elle se sentait mieux. Le gérant lui proposa alors de déjeuner ensemble. Jono a apprécié déjeuner avec cette femme et avoir une conversation agréable. Après le déjeuner, Song Mi-ran lui a demandé si elle pouvait lui poser une question personnelle. Song Mi-ran a demandé s'il connaissait déjà la directrice Jang. Jono a été choqué par sa question, mais la femme a dit qu'elle ne pouvait pas répondre. La directrice a déclaré avoir remarqué dès le premier jour une atmosphère particulière entre eux. Song Mi-ran lui a demandé pourquoi elle n'avait pas dit au directeur qu'ils se connaissaient. Jono répondit qu'il allait bientôt se marier et qu'ils étaient collègues de travail. La femme lui dit qu'elle l'écouterait toujours et lui donnerait des conseils si Jono avait envie de parler de quelque chose. Lorsque tout le monde est revenu de sa pause déjeuner, le réalisateur a demandé à la première équipe de production pourquoi ils avaient confié leurs tâches à une personne de la deuxième équipe de production. Il a reproché à Mani d'avoir laissé une nouvelle employée divertir un annonceur au lieu de travailler elle-même. La jeune fille a rétorqué qu'elle avait beaucoup de travail. Le directeur lui a alors suggéré de se rendre sur son lieu de travail pour examiner son travail terminé. Après avoir examiné les documents sur son ordinateur, l'homme s'est dit déçu, parce qu'elle travaillait depuis si longtemps et qu'il n'y avait aucun résultat. Le directeur a ajouté qu'il valait mieux qu'elle assiste à une fête d'entreprise.
De plus, les clients lui rendaient son travail. Jang Ji-yoon a déclaré que Mani devait désormais lui envoyer un rapport sur le travail effectué par email toutes les 18 heures. Mani était bouleversée et demanda à In-bi ce qu'elle devait faire maintenant. In-bi la calma et promit de parler au directeur. Elle courut après lui jusqu'à son bureau. In-bi lui demanda pourquoi il l'évitait. Ji-hoon répondit qu'ils n'étaient pas en couple et qu'ils n'avaient jamais été amoureux. La jeune fille, choquée, lui demanda ce qu'elle devait faire maintenant. Ji-hoon répondit qu'elle pouvait annoncer leur rupture à sa mère. In-bi lui demanda comment il pouvait dire cela aussi facilement. Il ajouta qu'il n'y avait rien entre eux. La jeune fille s'est enfuie de son bureau et Park Sung-yu est venu voir Ji-hoon et lui a demandé ce qui s'était passé. L'ami lui a demandé pourquoi In-bi s'était enfuie en larmes. Ji-hoon répondit qu'elle était contrariée parce qu'il l'avait mise à la porte. Sung-yu savait combien In-bi avait pris soin de lui à l'hôpital et soutenu Ji-hoon toutes ces années. Il se sentit donc un peu désolé pour la jeune fille. Mais il comprit que le cœur de son ami appartenait à quelqu'un d'autre. Sung-yu raconta à Ji-hoon qu'il l'avait vu heureux avec Jono la veille. Ji-hoon répondit que c'était la première fois qu'il ressentait ce qu'il ressentait en sa présence. Son ami lui dit qu'il s'inquiétait pour elle et la protégeait. Et c'est ça le véritable amour. Le réalisateur s'est disputé avec Sung-yu à ce sujet. Ji-hoon appréciait beaucoup Jono, mais il ne comprenait pas comment il pouvait aimer autant quelqu'un qu'il ne connaissait que depuis 10 jours.